Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom est Martin Drouin. Je suis membre du laboratoire d'histoire et de patrimoine et aussi professeur au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM. J'ai le plaisir de vous présenter nos deux panélistes aujourd'hui, mais surtout pour vous remercier de c'est la dernière activité du laboratoire d'histoire et de patrimoine de l'année universitaire 2024-2025. Donc, on termine ça en beauté avec Yves Desjardins qui va venir nous présenter son ouvrage, L'Avenue du Parc et son histoire, mais c'est un peu différent. On a proposé, en dialoguant avec Yves, bien sûr, c'est plus sur un mode de discussion que cette présentation sera faite. Donc, Yves est accompagné de Paul-André Linteau. Paul-André Linteau, professeur émérite au département d'histoire de l'UQAM. Tout de suite, je vous laisse la place, messieurs. Bien, merci beaucoup, Martin. Avant de commencer l'échange avec Paul-André, on m'a demandé de faire une brève présentation de mon ouvrage. Alors, on va passer à l'image suivante. Euh, L'idée de raconter l'histoire de l'avenue du Parc m'est venue de mon livre précédent, L'histoire du Mylène, parce que dans ce livre-là, j'avais retracé un projet immobilier planifié nommé Montréal Annexe, qui avait fait de l'avenue du Parc son épine dorsale. Et c'est probablement un des premiers projets immobiliers d'une banlieue planifiée reliée à l'arrivée du tramway électrique dans l'histoire montréalaise. Mais c'est un court segment l'avenue du Parc, grosso modo de l'avenue Fermante jusqu'à l'avenue Val-Nord. Mais ça m'a donné l'inspiration, on peut passer aux images suivantes, de me servir de l'avenue du Parc comme fil conducteur qui réunit plusieurs périodes de l'histoire montréalaise et plusieurs thèmes. Alors d'abord, la période du Mont-Royal qui est appréhendée comme lieu de villégiature où les villas de la grande bourgeoisie sont établies au début du 19e siècle, particulièrement la Maison Lonne que vous voyez à gauche, puisque c'est lorsque la rue Bleury est prolongée au-delà de la rue Sherbrooke, c'est à travers les terres du domaine Hutchison-Lonne que la future avenue du Parc est créée. Ensuite, cette magnifique aquarelle de James Duncan qui est au musée McCord, qui montre la suite, c'est-à-dire, comme vous le voyez, l'Hôtel-Dieu en toile de fond, des terres agricoles qui appartenaient à l'époque à de très grandes familles, des propriétaires terriens, en particulier la famille Bagg, et c'est à travers cette terre-là que l'avenue du Parc va être prolongée. Si on passe à l'image suivante, euh, là, après des années de débat, ça a duré plusieurs dizaines d'années, la Ville de Montréal décide finalement de prolonger la rue Bleury au-delà de la rue Sherbrooke jusqu'à ce qui est aujourd'hui l'avenue Mont-Royal. Et la raison principale, ben, c'est la création du parc du Mont-Royal. Et c'est à ce moment-là que Upper Bleury Street va être renommé avenue du Parc pour bien identifier le lien entre le nouveau parc du Mont-Royal et cette avenue qu'on veut, à cette époque-là, dont on veut faire une avenue de prestige comme porte d'entrée du parc du Mont-Royal. C'est d'ailleurs, si vous regardez à l'extrême droite, le petit chemin sinueux avec des chevaux, ben, c'est comme on pourrait le qualifier une proto-avenue du parc. On passe à l'image suivante. Et l'avenue du Parc, une fois qu'elle est créée, elle a plusieurs identités. C'était aussi ça mon projet, comment, comme fil conducteur, ça réunit des fragments, des segments très différents de l'histoire montréalaise. Mais c'est surtout, tout au long du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, une espèce d'avenue royale pour les grands défilés, les grandes manifestations patriotiques. Alors ça, on est dans la période militaire. Sir Arthur Currie était le commandant du corps expéditionnaire canadien pendant la Première Guerre mondiale. Ça a beaucoup contribué à la naissance d'une nouvelle identité canadienne, comme la plupart d'entre vous le savent. Et ces funérailles, on est sur l'avenue du Parc, ont été grandioses. Image suivante, très différent, mais c'est la même avenue du Parc et c'est évidemment quand Mme Greta Thunberg est venue à Montréal. Alors, ces deux événements-là ont en commun d'illustrer comment l'avenue du Parc est un lieu de rassemblement depuis très longtemps. Si on passe à l'image suivante, ben, un autre épisode important de l'histoire de l'avenue du Parc, c'est évidemment Milton Park et Martin Drouin connaît bien ce sujet-là parce que la lutte contre Concordia Estate, aujourd'hui la cité, a beaucoup contribué à redéfinir la notion de patrimoine dans les années 70 à Montréal. Alors, faire l'histoire de l'avenue du Parc, c'est aussi faire cette histoire-là. Et à l'autre extrémité, donc à l'image suivante, euh, les monuments patrimoniaux
qui ont été sauvés la plupart du temps par des mobilisations citoyennes. Le théâtre Rialto, non loin de la rue Bernard, est un très bel exemple parce qu'il a été restauré de façon splendide. Par contre, à l'image suivante, la gare Jean Talon, encore aujourd'hui, après plus de 20 ans, 30 ans de débat, son avenir et son sort demeurent incertains et c'est pourtant un monument patrimonial de très grande importance. Et on conclut, je pense, avec la dernière image, l'avenue du Parc, mal aimée, l'avenue du Parc controversée, a aussi suscité une des mobilisations les plus importantes dans l'histoire montréalaise récemment, lorsque, vous allez vous en souvenir, le maire Gérald Tremblay avait voulu la renommer avenue Robert Bourassa. Alors voilà, en gros, c'est des grands thèmes que j'aborde dans mon ouvrage. Bon, ben, merci beaucoup. D'abord, dans un premier temps, je me rends compte qu'on a oublié de présenter l'auteur, un peu son parcours. Il est diplômé en histoire de l'UQAM. Il a fait son bac en histoire ici. Et et ensuite, il a fait une carrière comme journaliste. Et c'est sûr qu'une formation en histoire pour un travail de journaliste, c'est un atout particulièrement important. Mais il n'a jamais perdu le goût de l'histoire. Et dès qu'il a pris sa retraite de Radio-Canada, là, il s'est immergé là-dedans avec Mémoire du Myland, avec la Société d'histoire et de généalogie du plateau. Et entre autres, il a donc rédigé cette histoire du Myland qu'il mentionnait tout à l'heure. Il a participé au dictionnaire historique du plateau Mont-Royal et l'année dernière, ou il y a 2 ans, le livre est paru. 2023. 2023. Donc, est paru ce livre sur l'avenue du Parc dont nous discutons aujourd'hui. Alors, je voudrais d'abord souligner le travail colossal qui est derrière cet ouvrage. Yves Desjardins a fait un travail de moine pour retracer l'histoire d'à peu près chaque immeuble de la rue, de sa construction jusqu'à sa transformation ou à sa disparition. Il a retracé aussi les discours à propos de la rue, de ce qu'elle est devenue et de ce qu'on voudrait qu'elle devienne. Alors, il y a une abondance d'écrits, de discours là-dessus, et il en résulte un récit riche et dynamique. Toutes les grandes rues de Montréal, c'est le cas pour Sainte-Catherine, pour Saint-Laurent, qui ont été étudiées, mais pour plusieurs autres aussi, elles ont un parcours qui n'est pas uniforme et elles prennent de nouveaux visages au fur et à mesure qu'elles s'éloignent du centre. Mais à cet égard, je crois qu'aucune rue de Montréal n'est aussi disparate que l'avenue du Parc. Elle est constituée de 4 segments très distincts, aux caractéristiques fort différentes, dont Yves Desjardins rend bien compte dans son ouvrage. Le premier, c'est celui qui va de la rue Sherbrooke à l'avenue des Pins, hein, qui est aménagé dans ce qui était, dans le fond, un secteur de villas bourgeoises. Le deuxième, c'est celui qui longe ou qui traverse, selon le point de vue, le parc du Mont-Royal. Le troisième, il va de l'avenue du Mont-Royal à la rue Van-Horn, écartelé entre Outremont d'un côté et Saint-Louis du Myland de l'autre. Et le dernier, c'est entre les rues Van-Horn et Jean Talon. Il est marqué par la forte présence des voies ferrées. Et ce qui a d'abord retenu mon attention, c'est à quel point, pour chacun de ces segments-là, l'avenue du Parc est un véritable
ni H4. Cette voie est, dès le départ, et dans chacun des segments aussi, dès le départ, un enjeu qui divise les individus et les groupes, avec des projets parfois contradictoires, qui divise le privé et le public, les résidents et les commerçants, le religieux et le communautaire, etc. Ça se voit dès les premiers projets de développement pour chacun des segments, où chaque protagoniste tire la couverte de son côté. Puis ça se voit avec les conflits d'usage qui surgissent au fil des ans. Et à long terme, avec les réactions aux transformations de la rue, qu'elles soient organiques ou qu'elles soient intempestives, comme il y en a plusieurs exemples sur l'avenue du Parc. Alors, pour démarrer, j'inviterai notre auteur à nous parler un peu de ces visions contradictoires, en commençant peut-être par les premières décennies dans chaque cas, pour chacun des segments. Alors, si on commence avec le segment de base, celui qui s'appelle au début Upper Blurry Street, entre Sherbrooke et l'avenue des Pins, en gros. En fait, ce qui est très juste, c'est de noter le caractère conflictuel de chaque segment. Le premier segment, c'est-à-dire la prolongation au-delà de la rue Sherbrooke, ça reflète une phase de transition importante dans l'histoire montréalaise parce que c'est le moment où, alors que pendant la première moitié du 19e siècle, le Mont-Royal, c'est vraiment la villégiature où par exemple, pour les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, pour l'Hôtel-Dieu, une source de ressources, le bois, la pierre des carrières. On arrive à un moment où l'urbanisation est sur le point de franchir la rue Sherbrooke, mais le modèle, puis c'est la naissance plus à l'ouest de ce qu'on appelle aujourd'hui le 1000 carrés doré. Le premier modèle où les propriétaires ou les héritiers des grands domaines de la première moitié du 19e siècle veulent lotir leur domaine, c'est vraiment d'en faire une zone réservée à la bourgeoisie, aux classes supérieures. C'est au moment, vous connaissez tous, je pense, ou pour la plupart d'entre vous, Sherry Olson, c'est le moment où à Montréal, il commence à y avoir une ségrégation dans l'espace, dans les quartiers montréalais, alors qu'avant, le terme de mixité sociale n'existait pas à cette époque-là, mais il y avait une bien plus grande mixité, alors que là, on commence à faire de la ségrégation dans l'espace. Et donc, la pente qui va de Sherbrooke à Pins devient un enjeu. Et c'est clair qu'il y a une volonté, il y a plusieurs pétitions adressées aux élus municipaux pour prolonger la rue Bleury jusqu'à l'avenue des Pins. Mais ce qui est derrière ces pétitions-là, c'est de subdiviser les domaines en lots pour ce qui est vu à ce moment-là, surtout des grandes résidences. Quoique quand ça se fait sur Parc, c'est un autre niveau, c'est plus des maisons de ville en rangée. Mais donc, il y a un débat autour de la transformation. Déjà, en partant, on a au moins 3 propositions. Là, Exactement. Ça, c'est quand on arrive à l'étape suivante, c'est-à-dire de Pins à Mont-Royal. Okay. Et ça, c'est intimement lié à la création du parc du Mont-Royal. Bon, on y revient tout de suite après. Mais donc, il y a cet enjeu. On veut faire un quartier bourgeois. Et puis, qu'est-ce qui se passe pendant disons, les 30 premières années? Est-ce que c'est réellement ça, l'avenue du Parc dans le secteur? L'avenue du Parc, à ce moment-là, Upper Bleury, ça ne sera pas. Il y a eu récession, il y a eu le déménagement de Montréal, la capitale qui cesse d'être à Montréal. Alors, il y a une période de stagnation. Et c'est à partir des années 1880, pour prendre l'exemple du domaine Hutchison Lawn, où c'est littéralement là que l'avenue du Parc est prolongée au-delà de Sherbrooke, c'est seulement à partir de la décennie 1880 qu'on fait des lots à bâtir. Donc, dès la première pétition de mémoire, c'est l'époque où le Parlement canadien est à Montréal, la première pétition, c'est clairement
pour prolonger Bleury, c'est clairement pour faire des lots pour des grandes villas, mais il ne va rien se passer avant 30-40 ans. Alors, ça va être relancé dans les années 1880 parce que l'économie a repris, mais surtout, l'élément déclencheur, c'est le parc du Mont-Royal, parce qu'avant ça, le cimetière protestant, le cimetière anglophone qui s'établit sur la montagne bien avant, revendiquait dès le départ que Bleury soit prolongé pour donner un accès direct au cimetière. Mais malgré les pétitions, malgré les demandes répétées, il ne se passe rien. Alors, Pourquoi il ne se passe rien? Ça, les archives municipales, les dossiers de l'avenue du Parc ne donnent pas toutes les réponses, mais je pense que ça tient surtout au cycle économique. Les premières pétitions pour prolonger la rue Bleury mentionnent explicitement qu'en prolongeant la rue Bleury au-delà de Sherbrooke jusqu'à Mont-Royal, ça va permettre l'embellissement de la ville et surtout ça va permettre des lots pour de magnifiques villas. Mais la demande n'est probablement pas suffisante, il y a récession, et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment relancé. Bon, il y a une première étape, une deuxième étape, pardon, après le déménagement du cimetière, qui est le déménagement de l'Hôtel-Dieu. Quand l'Hôtel-Dieu arrive devant l'avenue des Pins vers 1860, 1861, ça va relancer la spéculation immobilière dans les environs, surtout entre Pins et Sherbrooke. La famille Bagg, les grands propriétaires voisins des religieuses hospitalières, vont lotir de nouveau leurs terres parce qu'il y a eu des projets avortés. Alors, la présence de l'Hôtel-Dieu va relancer l'urbanisation, la rue du Rocher, la rue Sainte-Famille, et à travers ça, le débat pour prolonger l'avenue du Parc va ressurgir. Mais le facteur décisif, c'est vraiment l'ouverture du Parc du Mont-Royal en 1876, où là, ça ne suffit plus de prolonger Bleury jusqu'à Pins, mais il faut l'amener jusqu'à Mont-Royal. C'est vraiment le parc qui va... Alors, ça nous amène dans ce deuxième segment qui est très différent, là. Continuons là-dessus. Ben voilà, le parc du Mont-Royal, ça aussi, ça a été des décennies de débats. Justin Bure, doctorant en histoire ici, a fait une recherche détaillée sur la chronologie du parc. Souvent, quand on fait l'histoire montréalaise au 19e siècle, on dit que c'est une coupe à blanc. J'ai oublié l'année exacte, qui a décidé les autorités municipales, mais Justin, en consultant les journaux d'époque, a découvert qu'il y avait eu plusieurs coupes à blanc, pas seulement une, et que la controverse et la décision des autorités municipales étaient antérieures aux coupes à blanc, mais les coupes à blanc ont eu l'effet de précipiter les choses, de voter des crédits qui n'existaient pas avant. Alors, c'est là vraiment l'élément déclencheur. Quand le parc du Mont-Royal est inauguré, ça prend une route pour s'y rendre. Mais le débat, quand on parlait de controverse, est loin d'être terminé, parce que le débat qui va suivre et qui va durer, ma foi, jusqu'au début du 20e siècle, fin 19e, c'est bien beau d'avoir une artère qui relie le centre-ville au parc du Mont-Royal, mais quel va être le caractère de cette artère? Et ça va polariser énormément l'opinion montréalaise, je dirais, des années 1880 jusqu'au début des années 1900. Et c'est quoi l'enjeu? Ben, l'enjeu, essentiellement, et l'historien Michel Dagenet avait exploré ça un peu dans son ouvrage sur la nature du parc du Mont-Royal, c'est qu'à l'époque, la bourgeoisie anglophone qui a ses résidences sur les flancs du Mont-Royal, adjacent au parc, veut limiter l'accès au parc. Et sa vision, qui est partagée par Olmsted, c'est d'en faire un parc de contemplation, un parc voué à l'observation de la nature, où tout doit être calme. Et explicitement, dans les quotidiens anglophones de cette période, on ne veut pas que le peuple ou la populace, comme on la nomme, ait à cet endroit-là des divertissements jugés répréhensibles. Alors, l'avenue du Parc, qui n'est pas encore avenue du Parc. Je pense que le baptême officiel se fait de mémoire en 1886. On veut bien qu'il y ait une avenue, mais on veut que ça soit une artère réservée aux promenades d'agrément des calèches, que ça soit vraiment ce que les anglophones appelleraient un scenic road, et que ça ne soit pas du tout comme elle est devenue une artère de transit. Et des deux côtés, on veut qu'elle soit bordée de très grandes villas, une sorte de prolongation du 1000 carrés doré de part et d'autre de cette nouvelle rue. L'arrivée du tramway électrique
à Montréal en 1892 va d'ailleurs cristalliser ce débat-là, parce que ceux qui veulent limiter l'accès au parc sont farouchement opposés à ce que le tramway traverse l'avenue du Parc. Bon. Et puis, déjà, bon, il y a ce que j'évoquais tantôt, plusieurs promoteurs qui ont chacun leur tracé, là. Exactement. Alors, et c'est intéressant parce que l'avenue du Parc, au-delà des religieuses hospitalières de l'Hôtel Dieu, toute la portion est de l'avenue du Parc appartient depuis le début du 19e siècle à la famille Bagg. La famille Bagg, parmi les plus grands propriétaires terriens sur l'île de Montréal jusqu'aux années 1920. On a écrit à son sujet que c'est eux qui possédaient le plus de terres sur l'île de Montréal après les Sulpiciens. Et donc, la famille Bagg est propriétaire pour vous donner une idée de ce secteur-là, de tout ce qui est aujourd'hui le parc Jeanne-Mance. Côté ouest, c'est une succession qui représente plusieurs héritiers, mais eux aussi, c'est vraiment des familles de la bourgeoisie anglophone. Alors, quand il est question, et c'est le débat auquel vous faites allusion, quand il est question de prolonger l'avenue du Parc jusqu'à Mont-Royal, au-delà de l'avenue des Pins, la ligne droite qui passe à travers le domaine, c'est ce qui semble le plus normal, mais les Bagg vont dire non, non, on veut que ça fasse un détour par nos terres à droite, plus ou moins le milieu de ce qu'est le parc Jeanne-Mance. Pourquoi? Ben parce que et ils offraient plein d'avantages à la ville, donc terrain, un square, etc. Parce que si l'avenue du Parc avait fait ce détour-là, au milieu des terres de la famille Bagg, ils auraient pu vendre, c'était leur intention explicite, des lots pour des villas des deux côtés de ce qui est aujourd'hui le parc Jeanne-Mance. Côté ouest, la succession, j'oublie le nom de la famille, dit non, nous on veut que ça passe sur nos terres parce que c'est beaucoup plus beau, c'est plus escarpé. Pensez à la Pente Douce où il y a le monument sur Georges-Étienne Cartier. Alors là, on va pouvoir faire des villas beaucoup plus grandioses avec des vues exceptionnelles sur la ville et sur le fleuve. Alors, chacun tire la couverture de son côté. Finalement, la ville va dire non, c'est la ligne droite. Et ça, je le mentionne dans mon livre, Frédéric Olmsted, qu'on crédite à juste titre pour avoir conçu le parc, était très malheureux par cette décision-là. Parce que lui, une grande artère en ligne droite, ça allait contre son plan d'aménagement. Lui, il voulait des petites rues circulaires réservées justement à des villas. Ouais. Mais ce qui va un peu être aussi un enjeu, c'est tout le côté est, qu'on va appeler le Fletcher's Voilà. Field, qui devient le parc Jeanne-Mance, ben, va avoir une dimension spécifique par rapport au reste du parc du Mont-Royal. Et ça, encore une fois, il faut créditer les travaux de Michel Dagenet. Ça montre, il ne faut pas simplifier, ça montre que même la haute bourgeoisie montréalaise anglophone n'était pas unanime. Parce que aménager le Fletcher Field comme terrain de sport, terrain de jeu, donc séparer le parc du Mont-Royal en deux avec une section où effectivement la populace, entre guillemets, va pouvoir faire du sport, avoir des loisirs, ben, c'est beaucoup grâce aux Ladies l'association Ladies Playground, j'oublie l'acronyme exact. Merci. Playground. Alors, c'est cette association-là composée de plusieurs épouses des plus grands bourgeois anglophones montréalais de la période qui va lutter pour que justement le Fletcher Field soit accessible aux classes populaires, alors que d'autres de leur même classe sociale, ça devait faire des beaux débats pendant les réceptions, au contraire, disent pas du tout, ça va dépareiller le parc du Mont-Royal. Et en plus, on ouvre à peu près en 1900, je le mentionne rapidement, on ouvre l'avenue de l'Esplanade, la famille Bagg encore, et la mise en marché, le marketing de l'avenue de l'Esplanade, c'est qu'elle aussi, elle va être réservée à des maisons splendides pour les bourgeois. Mais là, ils découvrent que le samedi soir, il y a des parties de baseball, il y a des fêtes, il y a des gens qui consomment de l'alcool. Alors là, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ce qu'on nous a vendu, ça va générer une autre controverse. Alors, si on passe au troisième segment entre l'avenue des Pins, là, on a vu comme une interruption. On avait une zone urbanisée avec des maisons des deux côtés. On arrive avec ce long segment où il y a des parcs des deux côtés. Et puis là, à partir de Mont-Royal, commence un nouveau segment urbanisé jusqu'à la voie ferrée, l'avenue Vanon, en fait.
Alors, qui était, quels étaient les projets, là? Alors, et ça, c'est intéressant parce que ça montre bien quand vous parliez du caractère conflictuel de l'avenue du Parc. Et c'est ça ce qui va faire pencher la balance de façon décisive pour ce qui est de la nature de l'avenue du Parc. L'arrivée du tramway électrique, il ne faut pas sous-estimer l'importance. 1892, ça ouvre la porte à des promoteurs pour la création de nouvelles banlieues. Et ces nouvelles banlieues, j'en raconte l'histoire de façon plus détaillée dans mon premier livre sur l'histoire du Mylène, sauf que dans celui-ci, je ne voulais pas me répéter, mais je ne pouvais pas prendre pour acquis que tout le monde avait lu mon premier livre. Mais en plus, j'avais aussi trouvé de nouvelles choses. Alors, essentiellement, ce qui va permettre aux partisans que l'avenue du Parc soit d'abord une artère pour relier le centre-ville au nord de l'île qui est en voie d'urbanisation, c'est les grands projets immobiliers de la toute fin du 19e siècle, dont Montréal Annexe est un exemple absolument fascinant parce que ça a été un des premiers. Bon, après, c'est suivi par Notre-Dame-de-Grâce, Maisonneuve, etc. Mais c'est un des premiers. Autre détail intéressant, c'est que les promoteurs qui lancent Montréal Annexe en 1891, ils anticipent le tramway électrique, viennent de Toronto. Ils ont créé un quartier qui porte toujours ce même nom-là, Toronto The Annex. En fait, ils ne l'ont pas créé, mais ils s'en sont inspirés et ils décident de reproduire le succès de l'annexe à Montréal. Et pour ça, ils ont absolument besoin que l'avenue du Parc soit prolongée sur les terres qu'ils ont achetées, une ancienne ferme qui appartenait à la famille Perrault, une autre des grandes familles d'Outremont. Et donc, pour que cette ferme-là, qu'ils vont diviser en lots, et dont l'avenue du Parc va être l'épine dorsale. Et l'avenue du Parc, à cette époque-là, est exclusivement résidentielle et elle est réservée, elle aussi, à des grandes maisons. En tout cas, c'est le projet. Alors, c'est ce qui va faire que l'avenue du Parc va être prolongée jusqu'à Van Horne, mais ça va prendre entre le lancement du projet 1891 et un tramway électrique qui va réellement desservir ces nouveaux quartiers, ça va prendre plus de 10 ans, ça ne sera pas avant 1901-1903. Et il y a un segment en plus, si je peux terminer là-dessus, qui coupe Montréal Annexe de Montréal. C'est le segment qui va, non seulement le parc du Mont-Royal, les Fletcher Field, mais c'est le segment qui va de l'avenue du Mont-Royal jusqu'à la rue Fermante, qui, lui, paradoxalement, va s'urbaniser après. Pourquoi? Parce qu'il y avait du côté est de l'avenue du Parc les grands terrains de l'exposition agricole et provinciale, qu'on a souvent confondu avec Montréal Annexe, mais c'est vraiment deux réalités distinctes. Bon. Alors, donc, projet de promoteur, est-ce que ce projet a suscité des réactions? Est-ce que la réalité a correspondu au projet? Comment est-ce? Ben, on peut dire que Montréal Annexe, si on regarde le projet original, ça s'est heurté aux réalités de l'urbanisation montréalaise. Parce que quand on regarde les quartiers de Toronto qui se sont créés à peu près à la même période, le triplex ou le duplex en rangée, ça n'existe pas en Toronto. Alors, le modèle qu'on a voulu importer pour Montréal Annexe, c'est les maisons en rangée, mais des maisons unifamiliales. Et voilà. Et les premières rues de Montréal Annexe, Jeanne Mance, par exemple, c'est les rues les plus anciennes, Waverly, correspondent en partie à ce modèle-là. Sauf que très vite, on se rend compte que la demande à Montréal n'est pas suffisante et les lots vacants restent très nombreux. Et il faut donc, et ça c'est plus tard, c'est après que les promoteurs initiaux aient renoncé, il faut donc, ce qui était interdit au départ, permettre les duplex et les triplex en rangée. Alors ça va donner son caractère très hybride à ces rues-là de l'ouest du Mylène et de l'est d'Outremont. Ce mélange de cottages individuels qui s'adressent visiblement à la classe moyenne et qui sont adjacents des triplex qui s'adressent à une autre clientèle. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est une réussite? C'est, disons, c'est l'hybridité montréalaise en action. Et pour l'avenue du Parc elle-même, c'est là que ça devient un autre enjeu. Je dirais la période quand le tramway circule réellement, donc de 1903 pardon, à 1914, il y a plusieurs grandes maisons, plusieurs grandes résidences qui vont être construites. Donc, il y a des notables montréalais importants qui vont s'installer sur l'avenue du Parc et qui vont penser effectivement, parce qu'Outremont va se développer un petit peu plus tard, qui vont penser, oui, l'avenue du Parc va être un boulevard résidentiel de prestige.
Mais ça cesse d'être vrai quand Montréal annexe Ville-Saint-Louis en 1910. Parce que justement, une des premières mesures que Montréal adopte en 1910, c'est changer le zonage pour permettre des établissements commerciaux sur l'avenue du Parc. Les propriétaires des grandes résidences de l'avenue du Parc vont se battre à l'Assemblée législative à Québec pendant 4 ans pour empêcher le changement de zonage. Il va falloir que la ville revienne à la charge 2 fois. Mais finalement, en 1914, le zonage est transformé, mais surtout, la banlieue d'Outremont adjacente va devenir l'endroit où les notables vont vouloir aller. Et ça va contribuer à la fin de l'avenue du Parc comme boulevard résidentiel exclusif. Bon. Alors, c'est un autre bel exemple des enjeux là, qui sont conflictuels entre les enjeux d'usage en particulier, entre du purement résidentiel et une mixité commerciale résidentielle qui va finir par s'établir et par caractériser ce segment-là de la rue. Puis là, on arrive au 4e segment qui, lui, est plus tardif que les autres, là, au nord de la voie ferrée, de l'avenue Van Horn. Quels étaient les enjeux de développement et les projets de ce côté-là? Je dirais qu'il y a 2 périodes fortes. La première, même si c'est adjacent à l'avenue du Parc, mais les promoteurs se sont revendiqués, d'où le nom actuel du quartier, Parc Extension. Au début du 20e siècle, il y a des promoteurs, et puis, comme vous le savez, où on spécule. Donc, on crée Parc Extension en disant, nous, on construit la suite de l'avenue du Parc. Paradoxalement, Parc Extension est plus à l'ouest, mais ils vont vraiment se revendiquer de l'avenue du Parc pour créer ce nouveau quartier et qui va être complètement enclavé justement à cause de la zone industrielle et ferroviaire. Et pendant 20 ans, les gens, surtout des immigrants britanniques, je dirais surtout pendant les années 20, ils vont découvrir ce quartier-là. Découvrent que le quartier qu'on leur a vendu, alors que c'est supposé dans les publicités être à 10 minutes du centre-ville grâce au tramway, ben, le tramway, il arrête à l'avenue Van Horn. Il faut marcher à pied au début pour s'y rendre, à travers les voies ferrées. Alors, c'est Parc Extension est vraiment créé. Et en plus, 1913, ils l'appellent un bon voisin dans les annonces qui sont dans mon livre. Ils disent, nous aussi, on est les voisins. Ben, il y a le projet du Canadian Norton de créer Ville-Mont-Royal, qui est vraiment, on le sait aujourd'hui, il y a qu'à voir comment ces 2 quartiers-là sont séparés par l'Acadie. Oui, on va réussir à Ville-Mont-Royal, mais Parc Extension va devenir ce que c'est aujourd'hui. Le deuxième moment, puis là, on est dans l'histoire contemporaine parce que ça interpelle la planification urbaine de la ville de Montréal, je dirais, depuis les années 2010. Avec la création du quartier Émile de l'Université de Montréal et la déindustrialisation du secteur, ben, c'est toute la reconfiguration des quartiers qui sont des 2 côtés de l'avenue du Parc, entre Van Horn et Jean Talon. C'est des quartiers, à l'heure où on se parle, qui sont en complète mutation. Mais d'une part, Parc Extension, il faut bien savoir que là où on le situe habituellement, c'est au nord de la rue Jean-Talon. Ce petit segment qui se développe au début entre la voie ferrée et Jean-Talon, là, apparaît, je ne sais même pas si ça fait encore partie de Parc Extension en termes territoriaux. Quand on regarde ça en termes territoriaux, il y a un paquet d'arrondissements qui séparent le secteur. Celui du plateau Montréal se termine évidemment à la voie ferrée, mais après, le très court segment, c'est partie Rosemont-Petite-Patrie, puis partie nord, c'est Parc Extension. Alors, c'est vraiment le caractère éclaté de ce territoire-là se reflète aussi dans les divisions municipales entre les arrondissements. Et effectivement, j'avais eu un débat avec mon collègue et ami Justin Bure sur est-ce que je devais inclure Parc Extension dans le livre, parce que Parc Extension est au nord-ouest de l'avenue du Parc. Mais ce qui était frappant pour moi, c'est à quel point les promoteurs se réclamaient de l'avenue du Parc. Et c'est ça qui m'a incité, même si c'est un quartier limitrophe, à l'inclure dans le livre. Oui, oui. Mais aussi, Parc Extension, il y a un geste très fort qui survient
en 1930 avec la gare. Ah, ça, c'est quelque chose. Bon, ce type d'ouvrage-là, c'est des ouvrages de synthèse. Il y a une part de recherche originale, mais je pense que l'histoire de la gare Jean Talon, ça serait un excellent sujet de mémoire de maîtrise ou de thèse, parce que j'ai juste effleuré comment se fait-il que le Canadien Pacifique construit un édifice aussi monumental. De un, alors qu'on est en pleine crise économique, les projets d'une gare centrale beaucoup plus impressionnante au centre-ville ont été abandonnés et par le Canadien national et par le Canadien Pacifique. Le Canadien Pacifique va quand même de l'avant. Et de deux, dès le départ, c'est une gare de banlieue, c'est une gare de correspondante et de desserte. Alors là, il y a quelque chose de paradoxe. J'ai seulement trouvé deux auteurs qui ont abordé cette question-là. Susan Bronson, dans une étude qu'elle a faite pour Patrimoine Canada sur les gares, mais elle ne répond pas vraiment à cette question, sinon pour dire, pour rappeler à quel point, alors qu'aujourd'hui les compagnies ferroviaires sont en déclin, à cette époque-là, elles incarnaient encore l'économie canadienne, elles incarnaient d'une certaine façon avec le mythe du chemin de fer de côte, from coast to coast to coast du Canadien Pacifique, elles incarnaient l'identité canadienne. Donc, Susan rappelle dans sa recherche à quel point c'était important pour les compagnies ferroviaires d'avoir ces magnifiques édifices. Et puis, je la cite abondamment dans mon livre, il y a le mémoire de Mme Delacoly, qui est un mémoire d'histoire de l'art, où elle fait une superbe description de l'architecture de plusieurs gares québécoises, mais elle ne répond pas non plus à la question pourquoi il faudrait avoir accès aux archives du Canadien Pacifique, qui sont maintenant difficilement d'accès malheureusement depuis le déménagement du siège social au musée ferroviaire de Saint-Constant, qui a hérité d'une partie des archives. Il y a un énorme travail de dépouillement qui n'a pas encore été fait. Les bribes de réponse qu'on a dans les journaux de l'époque, c'est qu'il y avait clairement une volonté en construisant cette gare-là de défier la crise, de dire, regardez, ça ne va pas si mal parce que le Canadien Pacifique construit ça. Et c'était lié à des projets d'urbanisme grandioses auxquels on n'avait pas encore renoncé. Donc, il y avait un peu de déni de la crise. J'ai retrouvé dans les journaux des choses que moi, je ne connaissais pas, comme par exemple ce projet de métro. Il y en a eu plusieurs avant que Jean Drapeau le réalise, de métro qui aurait été sous l'avenue du Parc et la gare Jean Talon aurait été le terminus. Alors, c'est lié à toutes sortes de projets d'urbanisation du secteur environnant, Villeray, parc extension, etc. Il y a peut-être une piste aussi qui n'est pas présente là, mais indirectement, parce que tu nous dis que la gare Jean-Talon visait en particulier à remplacer la gare Vigée pour le transport de passagers. Or, la gare Vigée, c'était la gare des francophones, la gare qui menait à Québec, qu'on prenait pour aller à l'Assemblée législative, défendre des projets. Et c'était moins exclusif depuis la construction du pont de Québec, mais il y avait cette idée-là d'une gare pour desservir le trafic entre Montréal et Québec. Et dans la mesure où la bourgeoisie francophone avait déménagé à Outremont, tout près de la gare Jean-Talon, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Ça serait intéressant à creuser, mais là, on n'est plus dans la Ceci dit, il y a des liens parce que la volonté de déménager la gare Jean Talon, déménager, c'est parce que c'était d'abord pour remplacer la gare du Maëlène, qui était jugée obsolète, qui était, elle, située boulevard Saint-Laurent et rue Bernard, du côté est. Et donc, justement, quand les notables d'Outremont se rendaient à Québec, ils trouvaient que se rendre jusqu'à la gare du Maëlène, c'était loin. D'ailleurs, le Canadien Pacifique avait répondu en partie aux récriminations des résidents d'Outremont en faisant un arrêt sur Parc, juste au nord de Van Horn, mais il n'y avait pas de gare. C'était un arrêt pour desservir justement les gens d'Outremont. Alors, un des motifs invoqués dès les années 20 pour fermer la gare du Maëlène au trafic passager et ouvrir une nouvelle gare sur Jean Talon, c'est pour avoir une correspondance plus facile pour les gens d'Outremont. Mais l'avoir fait là, dans les journaux d'époque, c'est vraiment lié à des grands projets d'urbanisation. On relie même ça à un autre débat qui a duré, ma foi, plus de 40 ans à Montréal, à l'ouverture du boulevard métropolitain, qui est vu comme une façon de stimuler
le commerce et l'urbanisation du nord de Montréal. On parle le boulevard métropolitain qui n'a pas été ouvert avant la fin et début des années 60. On en parle tout au long des années 30 comme d'un grand projet et la gare fait partie de cette espèce de vision grandiose. Oui. À laquelle, finalement, ça a pris du temps avant que la réalité s'impose aux élus puis aux promoteurs montréalais les années 30. Oui. La gare vient renforcer l'idée d'une grande voie de circulation. Elle est au bout de l'avenue du Parc. Alors, mais en même temps, c'est un enjeu. Alors là, on peut reprendre la question des enjeux, mais plus tardivement. Tous les projets et les identités que la rue avait prises au 19e siècle, début 20e, ben, tout ça commence à être chamboulé au 20e siècle par une série de nouveaux défis. Quand on regarde le premier segment, ben là, c'est bien traité aussi dans le livre, c'est le projet Milton Park, c'est le projet, c'est-à-dire le projet Cité Concordia et la réponse Milton Park, qui est un très bel exemple de comment la rue et son environnement sont devenus un enjeu là. En fait, c'est un moment clé dans l'histoire contemporaine montréalaise parce qu'il y a plusieurs valeurs qui vont basculer autour de la ferme Milton Park. Le quartier qui environne l'avenue du Parc à cet endroit-là est très particulier. Il a fallu que plusieurs facteurs se rencontrent, notamment ce qu'on appelle, encore aujourd'hui, je ne le sais pas, le ghetto McGill, donc la présence d'une population d'étudiants, de professeurs, d'intellectuels, ce qui va faire une grosse différence avec le faubourg Annelas, le quartier détruit par l'implantation de Radio-Canada. Il y a des mobilisations, mais pas de la même ampleur, puis l'UQAM n'étant pas encore à côté, ça a joué. Donc, il y a cette présence d'une population jeune, éduquée, militante, qui va contribuer à ce mouvement urbain important. Et quand je parle de bascule, c'est que si vous retournez à l'intention d'origine des promoteurs, ce qui n'est pas anodin, c'est que les deux principaux promoteurs de Cité Concordia étaient jusqu'à la fin des années 50, en fait jusqu'à l'invasion de la Hongrie par l'Union soviétique, des militants du Parti communiste canadien. Et quand ils vont devenir parmi les plus importants promoteurs immobiliers montréalais des années 1960-1970, ils vont, et je suis mal placé pour savoir si c'était simplement une prétention ou s'ils y croyaient, mais ils vont présenter Cité Concordia comme un projet progressiste, un projet avec des valeurs communautaires, un projet, au lieu, ils disent, un des principaux promoteurs, c'est les mêmes qui avaient fait la place Bonaventure juste avant, va dire, moi je me suis rendu compte que rénover maison par maison, immeuble par immeuble, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est, et puis bon, ça allait un peu avec les visions du modernisme, de Le Corbusier, tout ça de la période. Ce qu'il faut, c'est un nouveau quartier. Mais c'est un quartier pour les familles, avec des espaces verts, avec des agoras pour se rencontrer. Ça n'a pas été ça au bout de la ligne, mais ils présentent vraiment ça comme un projet de gauche, entre guillemets. Mais tout de suite, il y a d'autres personnes. University Settlement, un groupe qui a joué un rôle important dans les milieux progressistes anglophones tout au long du 20e siècle, les voisins. Il y a une travailleuse sociale de University Settlement, Lucia Kowalchuk. Il y a maintenant un parc dédié à sa mémoire qui va s'impliquer dès le début. Et leur volonté de défendre les maisons victoriennes du début du 20e siècle dont on parlait tout à l'heure, ça participe aussi des débuts de Sauvons Montréal et d'Héritage Montréal, parce qu'à cette époque-là, particulièrement à Québec, au ministère de la Culture, au gouvernement, et je pense que c'était l'opinion, je pense à la génération de mes parents, de beaucoup de Montréalais de cette période-là, on ne voyait pas de valeur patrimoniale à ces vieilles maisons victoriennes. Moi, je suis de la génération, comme beaucoup de ceux de ma génération, nos parents ont déménagé en banlieue. Parce que le rêve, et c'était vrai ici comme ailleurs en Amérique du Nord, c'était d'avoir sa maison de banlieue individuelle, avec l'automobile qui devenait évidemment indispensable. Alors quand Héritage Montréal et Sauvons Montréal reprennent la cause des militants de University Settlement puis du comité des citoyens de Milton Park, c'est ce basculement-là que je décris, c'est que les quartiers anciens
négligées, zones grises, zones de taudis, redeviennent valorisées avec des effets pervers qu'on connaît bien aujourd'hui, la gentrification et le fait, au Myland où je vis depuis maintenant 50 ans, j'ai été témoin de ça, des maisons, des fameux cottages de Montréal annexes, transformés en maisons de chambre, qui se vendaient 12 000 dans les années 70, mais maintenant, il y en a qui se vendent plus de 2 millions de dollars. Alors ça, d'une certaine manière, c'est l'effet pervers de la revalorisation dont l'épisode Milton Park à Montréal, dans l'histoire montréalaise, a été vraiment le déclencheur. Oui. Et quand on arrive au deuxième segment, là, au 20e siècle, on a l'enjeu de l'avenue du Parc devenue une autoroute en plein cœur de la ville, là. Hein, une piste de course. Voilà. Ça traverse vraiment, on parlait des 4 segments, mais ça traverse l'histoire de toute l'avenue et des 4 segments. La lutte de la bourgeoisie anglophone pour faire du segment qui va de Pin à Mont-Royal, un boulevard de promenade, un boulevard prestigieux copié sur le Rotten Road Hyde Park, c'est fini à partir du moment où le tramway électrique s'implante sur l'avenue du Parc parce que ce qui va être privilégié et les fonctions commerciales à partir de 1914, ce qui va être privilégié, c'est non seulement le caractère commercial de l'avenue du Parc, mais son rôle comme artère de transit au moment où le nord de l'île de Montréal s'ouvre à l'urbanisation. Et ces épisodes-là sur les différentes vocations de l'avenue vont créer des confrontations récurrentes. La plus célèbre, dans les années 90, c'est celle sur la création des voies réservées aux autobus de la Société de transport de Montréal, où les commerçants de l'avenue du Parc ont lutté bec et ongle contre ces voies réservées-là pendant plusieurs années. D'une certaine façon, pensez au réseau Express Vélo de Projet Montréal, en ce moment sur Henri Bourassa. Le vélo a remplacé l'autobus, mais on vit encore aujourd'hui ce type de controverse sur l'usage des grandes artères urbaines. Oui, oui, tout à fait. Et donc, dans ce troisième segment, aussi, ce qui ressort beaucoup, c'est que à partir du deuxième tiers du 20e siècle, c'est un segment qui devient identifié à des communautés immigrantes, des communautés ethniques particulières. D'abord, principalement les Juifs, puis ensuite, principalement les Grecs dans les années 50-60. Et ça aussi, ça crée une nouvelle source de tension, là, hein? Tout à fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ceux et celles qui ont été le fer de lance de la lutte contre le fait de rebaptiser l'avenue du Parc, avenue Robert Bourassa, c'était surtout la communauté grecque, c'était surtout les commerçants grecs, parce que pour eux, dont les parents ou eux-mêmes avaient immigré à Montréal et avaient fait, à partir des années 1960, de l'avenue du Parc leur rue principale, à la suite des Juifs quelques décennies auparavant. Il y avait un lien identitaire très fort avec le nom Park Avenue, mais aussi, et c'est là que le patrimoine est lié beaucoup à la notion de nostalgie. C'est pas un hasard non plus que la communauté grecque se mobilise contre le changement de nom de l'avenue du Parc au moment où la communauté grecque déserte l'avenue du Parc. Parce que dès les années 80-90, même si la communauté grecque encore aujourd'hui reste commercialement très présente sur l'avenue du Parc, ça cesse d'être leur quartier résidentiel. Je demandais à Tassos Anastasios, un professeur d'études grecques à l'Université McGill qui dirige le projet IMI-Grec. Alors, j'ai collaboré avec lui justement à cause du passé grec du Myland. Je lui ai dit, mais où est le quartier grec à Montréal en 2025? Et il me répond, bon, bien sûr, il y a de la culturation parce qu'on en est à la 3e et à la 4e génération, mais d'ici un quartier grec à Montréal aujourd'hui, il est à Chomédé, même plus sur la rue Jean Talon. Et c'est vrai, aller faire un tour. Alors, le fait que la communauté lutte pour s'opposer au changement de nom, c'est aussi l'attachement à des racines puis à quelque chose qui appartient pour eux aussi à leur passé. Ouais. Alors, finalement, on voit que l'avenue du Parc est constamment un enjeu disputé, hein? Et quelle réflexion ça t'amène sur le rapport entre le métropolitain et le local, parce que c'est beaucoup
c'est au cœur de plusieurs des enjeux, là. Dans quelle mesure, dans le fond, l'avenue du Parc est plus représentative peut-être que n'importe quelle autre rue de Montréal, de ces luttes qui se sont... je ne pense pas qu'il y ait aucune autre rue de Montréal qui peut être autant identifiée à ces visions contradictoires, hein, des conflits d'usage, et surtout, maintenant, c'est beaucoup la dimension, le local ou le métropolitain. Là. En fait, dans mon introduction, je cite Dino Boumbarou, le directeur des politiques de l'Héritage Montréal, qui disait, dans une entrevue qui remonte aux années 1990, à une époque où les médias parlaient beaucoup de la mort de l'avenue du Parc, c'est lié à la période des débats sur les voies réservées. Dino Boumbarou disait, je le cite de mémoire, c'est tout croche. C'est complètement dépareillé, mais il y a une âme très forte sur l'avenue du Parc. Et pour moi, cette âme très forte qu'il évoque, ben, ça reflète la complexité des identités montréalaises. Et l'avenue du Parc, justement, n'a pas une identité facile à saisir du premier coup, comme par exemple le boulevard Saint-Laurent, la Maine, mythique, parce que c'est la frontière entre les deux solitudes, ou la rue Sainte-Catherine que vous avez fait, la rue du divertissement puis du grand commerce. L'avenue du Parc, c'est plusieurs identités, plusieurs segments, mais justement, le fait que ce soit plusieurs identités qui se chevauchent, qui se superposent, plusieurs communautés qui se sont investies émotivement, ça fait de l'avenue du Parc, pour moi, un révélateur justement de la complexité des identités montréalaises. Et un autre type d'enjeu qui est lié à ça, c'est quand il s'agit d'envisager l'avenue du Parc comme une artère métropolitaine de transit, une grande artère commerciale. Ça, c'est la vision qui va prédominer, par exemple, à l'hôtel de ville. Mais avec la création des arrondissements, il y a maintenant la vision locale, c'est-à-dire la rue de proximité, la rue à laquelle on s'identifie. Et c'est vrai que d'autres artères montréalaises, je pense à Wellington, à Verdun. Donc, il y a comme juxtaposition et conflit entre les vocations métropolitaines et le fait que les communautés environnantes veulent se réapproprier une rue. Et ça, c'est très typique quand on regarde l'histoire de l'avenue du Parc, je dirais, depuis les années 1980. On n'a pas le temps d'aller dans tous les détails, mais juste l'enjeu de la démolition de l'échangeur des pins, c'est un débat qui a duré plus de 20 ans et qui est inachevé parce que le RCM, le Rassemblement des citoyens de Montréal, promettait dès 1984, une fois l'échangeur démoli, ça a pris presque 20 ans, promettait de faire de l'avenue du Parc, où il y a quoi, 6 voies, la partie autoroute qui va de Pin à Mont-Royal, ben, le RCM promettait dès 1984 d'enlever 2 voies, de planter des arbres, d'en refaire un boulevard vert reflétant le parc du Mont-Royal, comme on le voulait à la fin du 19e siècle. On est en 2025 et rien de tout ça n'est arrivé. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire, tu mentionnes la question des arrondissements, mais le facteur peut-être déterminant à la fois dans le premier segment puis le troisième, ça a été la gentrification de ce qui est autour. Hein, du Myland, et puis tu évoquais celle de Milton Park plus au sud. Le fait que il y a un lien à la propriété. Avant ça, c'était une population locataire mouvante. Et là, on a de plus en plus de propriétaires qui ont chacun leur étage et qui ont un intérêt à avoir une rue de service, là, une rue à leur service, à leur image. Donc, on peut s'attendre à ce que ça fige un peu, d'une certaine façon, le développement là, du côté des résidents, du résidentiel. Non, c'est très juste. Dans le cas du segment du Myland, au moment où les commerçants et les résidents, les immigrants grecs quittent la partie ouest du Myland, qui était vue par des générations d'immigrants comme un quartier de transition où on s'installait pour quelques années avant de pouvoir aller mieux, ce qui est encore en partie aujourd'hui le cas de Parc Extension de Côte-des-Neiges. Quand le Myland cesse d'être un quartier d'immigration,
ceux qui vont prendre la relève sont des gentrificateurs. Le Comité des citoyens du Myland, créé en 1982, qui fait de la qualité de vie de quartier son principal axe, ça participe de la réappropriation du quartier et de l'avenue du Parc adjacente par une population qui, elle, veut s'enraciner dans ce quartier-là. Là où il y a une petite couche de complexité supplémentaire dans le cas de l'avenue du Parc, c'est quand même côté ouest, c'est Outremont depuis les années 20. Et ça aussi, ça a généré d'autres conflits. On n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. Mais Outremont, pendant toute une période, a revendiqué sa partie de l'avenue du Parc. Quand je mentionnais tout à l'heure qu'on est retourné trois fois à l'Assemblée législative pour faire accepter le règlement de zonage qui lui permettrait les activités commerciales sur l'avenue du Parc, la ville d'Outremont s'y oppose. Elle veut que l'avenue du Parc reste résidentielle. Alors, l'avenue du Parc aussi, parce qu'il y a tout ça qui cohabite, reflète bien de nombreux paradoxes. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui souhaiteraient soulever des questions? On a évidemment abordé seulement certaines dimensions. C'est un livre à but de la façon dont il est fait. On peut aller d'une photo à l'autre. Pour chaque photo, il y a une explication, un développement. Il y a une recherche phénoménale dans les photographies. Yves est allé non seulement prendre la photo, la regarder, mais la détailler minutieusement, aller trouver des détails dans le coin gauche, en haut à droite, voyez, il y a telle chose, telle chose. Alors, et donc, on peut lire ce livre-là aussi d'une façon plus en butinant, dans le fond, d'un sujet à l'autre. Il y a une autre grille de lecture qui est possible que la grille chronologique sur laquelle on a un peu discuté aujourd'hui, mais il y a plusieurs grilles de lecture possibles. Quelqu'un veut soulever une question? Oui. Bien, merci beaucoup pour la présentation. La discussion, c'était fort intéressant. Vous avez évoqué toutes sortes de facettes du développement. Mais qu'en est-il des lieux de culture ou les lieux de divertissement? Je pense que vous avez évoqué peut-être le Rialto tantôt rapidement, tout ça, tout au long de ces 4 segments-là qui desservaient, j'imagine, aussi la population environnante. Oui, en fait, je consacre un chapitre. D'ailleurs, c'est intéressant, quand finalement Montréal parvient à faire ratifier son nouveau règlement de zonage en 1914, à l'époque, il fallait que tout ça passe par l'Assemblée législative. Montréal était en quasi-tutelle à plusieurs reprises, d'ailleurs, au cours de son histoire, comme le sait Paul-André. Le premier établissement commercial d'envergure qui est ouvert sur l'avenue du Parc, c'est le Théâtre Régent en 1915, juste au nord de Laurier. Théâtre Régent, aujourd'hui, ça héberge une librairie Renaud-Bré. La Ville de Montréal a essayé de le classer à la fin des années 80. On a réussi à sauver la façade, mais quand le promoteur qui voulait en faire un centre commercial a su que la Ville allait aller de l'avant avec le classement, ils ont démoli l'intérieur. Ça a permis de pérenniser jusqu'à un certain point la vocation culturelle des lieux, le fait que ce soit une librairie qui prenne la relève. Le Rialto a une meilleure histoire, ouvert en 1924, donc 9 ans plus tard, parce qu'il a été et c'est classé aux 3 niveaux de gouvernement, le Rialto fédéral, provincial et municipal. Mais en dépit de ces 3 niveaux de classement, il a fallu une lutte citoyenne de près de 20 ans et surtout un mécène, Ezio Caroscelli, qui permettent au Rialto d'être sauvegardé. Dans le chapitre, j'évoque aussi une période particulière qui est celle des années 1980, justement quand l'avenue du Parc, qui desservait avec des commerces de proximité la communauté grecque, quand la communauté grecque déménage vers le nord de Montréal, vers Laval, les commerçants grecs cherchent une nouvelle vocation à l'avenue du Parc et pendant une période qui va couvrir plus ou moins toute la décennie des années 80, on ambitionne d'en faire la nouvelle destination du nightlife montréalais, plus haute que Crescent ou Prince-Arthur. Prince-Arthur qui était à l'époque la rue branchée des francophones. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui est investi pour faire de l'avenue du Parc une rue du nightlife qui allait même attirer une clientèle internationale. Et c'est de cette période-là que naissent les restaurants grecs qui vont être très nombreux sur l'avenue du Parc et dont les brochetteries sont les héritiers. Alors, ça a une portée culturelle, ça aussi, mais ça va
avec la récession du début des années 90, ça va comme disparaître du jour au lendemain. Ceci dit, il y a des vocations culturelles qui permettent, dans le fil conducteur, qui montrent la pérennité. Un bel exemple, parce que je vois quelqu'un qui est lié à ça, c'est le cinéma du Parc. Le cinéma du Parc qui est au cœur de la cité, donc qui faisait partie du territoire hostile pour le comité des citoyens du Myland, mais le cinéma du Parc qui est maintenant lié au cinéma Beaubien, au cinéma du musée avec Roxane Sayeg comme directrice, a eu un souci très présent de que le cinéma soit incarné dans sa communauté environnante. Alors, quelque part, la présence du cinéma du Parc, ça témoigne d'une volonté de réconciliation entre ceux qui habitent commercialement ou de façon résidentielle les grandes structures de béton et toutes les coopératives d'habitation autour, parce que le résultat de la lutte pour Milton Park, la moitié du quartier a été sauvegardé, entre autres parce qu'Encordia Estate a fait faillite, et c'est le plus gros regroupement de coopératives d'habitation au Canada, les rues qui ont été épargnées par la démolition, et donc le cinéma participe maintenant à la vie communautaire du quartier, même s'il est au cœur de l'ennemi, entre guillemets. Merci. J'ai une question en ligne, si vous voulez. Oui. Christian Robert, une question un peu hors propos, mais en lien avec la conférence. Avons-nous raison parfois de mentionner la vision de Olmsted du parc Mont-Royal pour justifier la fermeture annoncée de la voie Camillien Wood, sachant que c'était une vision très exclusive de la bourgeoisie? Des bourgeoises, pardon. Grand débat. Ce qui est clair, c'est que c'est un débat qui existe depuis le début du 20e siècle. Quand l'accès à partir de l'avenue du Parc au parc du Mont-Royal, à moins de prendre le long chemin des calèches, le chemin Olmsted, ça a été longtemps un funiculaire. Et un des arguments que les promoteurs du funiculaire utilisent pour convaincre les autorités de leur donner un permis, et encore une fois, les élus anglophones sont opposés farouchement au funiculaire, c'est grâce au funiculaire, la population des quartiers populaires va pouvoir accéder facilement au haut de la montagne. En pratique, ça n'a pas vraiment fonctionné, ça a plus été une attraction touristique, mais quand le funiculaire disparaît et est démoli vers 1914, tout de suite, on réclame l'ouverture de ce qui est aujourd'hui le chemin Camillien-Aude. À l'époque, c'est pour les tramways. C'est réclamé donc dès le début du 20e siècle, mais ça ne va pas se faire avant 1930, le tramway qui prenait justement ce qui est le chemin Camillien-Aude, parce qu'encore une fois, des gens vont s'opposer au lien tramway en disant non, 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 ça va dénaturer le parc. Alors, ce débat-là est récurrent depuis le début du 20e siècle. D'autres questions? Je me demandais s'il n'y avait pas aussi eu un débat sur le tramway, s'il ne voulait pas remettre le tramway à une certaine époque. Sur l'avenue. Ah oui, ben, là, on parle des années 90. Ouais. Oui, ben, en fait, c'est lié au débat sur les voies réservées, parce que l'Agence métropolitaine des transports, qui a été créée par le Parti québécois, à l'époque où Mme Junka Adeno, je prononce bien son nom, qui est maintenant enseignante ici à l'UQAM, je crois, en était la directrice. Et avec le fondateur de Projet Montréal, Richard Bergeron, qui était à cette époque-là urbaniste, mais surtout fonctionnaire à l'agence, ont voulu, et ça a été la cause de toute la vie de M. Bergeron, ramener le tramway à Montréal en disant que sa disparition avait été une erreur tragique. Et un des premiers axes où le nouveau tramway, train léger, comme il existe dans plusieurs villes européennes, si vous êtes allé à Bordeaux, à Vienne, etc., une des raisons pour lesquelles on voulait faire de l'avenue du Parc l'emprise de ce nouveau tramway, ça participait aussi de la revitalisation de l'artère à une époque où justement beaucoup de médias condamnaient l'avenue du Parc, disaient qu'elle était à l'agonie, et on liait directement le retour du tramway sur l'avenue du Parc au fait de trottoirs beaucoup plus larges, des cafés, des terrasses. Alors, Mme Junka Adeno, si je prononce correctement. Donc, Voilà. Sa volonté d'implanter le tramway sur l'avenue du Parc était directement liée à la revitalisation de l'artère. Quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, ça a été un enterrement de première classe. C'est d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles Richard Bergeron
a quitté son poste de fonctionnaire pour fonder Projet Montréal. Mais même si Projet Montréal termine son deuxième mandat, le tramway n'est pas revenu pour autant, notamment parce que Montréal ne pourra jamais financer un projet comme ça toute seule. Ça prend des fonds provinciaux et fédéraux. Et regardez ce qui se passe à Québec avec le tramway, projet beaucoup plus avancé, mais dont on n'est pas certain même aujourd'hui s'il va se réaliser. Donc, je vous remercie d'être venu. Merci Yves d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté de venir partager avec nous des réflexions autour de cette rue fascinante, finalement, qui est l'avenue du Pape. Merci Paul-André, merci au laboratoire. Puis un dernier mot, on m'a demandé pourquoi tu as choisi l'avenue du Parc. J'ai dit parce que Paul-André Linteau avait déjà fait la rue Sainte-Catherine et Pierre Anctil, lui, avait fait le boulevard Saint-Laurent. Personne n'avait fait l'avenue du Parc.